Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows du monde du catch, de la WWE et parfois qu'on sort, même si c'est vrai que ça nous arrive de moins en moins tellement on est absorbé par ce qui se passe dans la fédération de Stanford. Et justement, cet épisode va être exceptionnel. On va vous raconter une semaine exceptionnelle à la WWE. Je suis avec Raphaël et je suis accompagné d'une personne tout aussi exceptionnelle. Je suis avec Letty. Comment ça va, Letty? Salut Raphaël, salut à tous. Eh ben, ça va très bien. Et toi, pour cette semaine exceptionnelle, effectivement, et historique de Raw et SmackDown? Historique, en effet. Alors, Letty, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce Monday Night Raw était historique? Qu'est-ce qui faisait, si jamais des auditeurs n'étaient pas au courant, qu'est-ce qui faisait que ce Raw, on n'allait pas l'oublier et il était préparé pour être un Raw des grands soirs? Dis-nous tout. Et oui, effectivement, si certains d'entre vous habitent dans une grotte et n'étaient pas au courant, c'était le lancement sur Netflix qu'ils ont fait en grande pompe par ce show qui était pas vraiment un pay-per-view, mais qui y ressemblait quand même très fortement. Ouais, c'était vraiment historique. C'est un cap pour la WWE. Donc, il y a un contrat avec Netflix. On ne présente plus Netflix. Et pour la WWE, ça serait la promesse, on verra si cette promesse est tenue, d'une audience nouvelle de millions de personnes à travers le monde, hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit pour la première fois. Des millions de personnes à travers le monde vont pouvoir y avoir accès en temps réel. Alors en France, c'est un petit peu compliqué visiblement pour des histoires de contrats d'exclusivité. On y aura droit un jour à Netflix en WWE en France, c'est sûr, mais ça ne sera pas de suite de suite. Il faut continuer à bidouiller, à se débrouiller. Mais voilà, c'est énorme. Et pour être énorme, on a choisi un énorme écrin, un écrin de star, hein. On était donc en Californie, dans un endroit qui s'appelle le Intuit Dome, dans une belle et grande salle, toute une salle classe, hein, avec des beaux petits sièges, des beaux petits fauteuils, des drôles de petites lumières orange aussi côté public. Toi qui es un peu perturbé parfois par ce qui est sur le ring ou autour, est-ce que ça t'a gêné là ces petites loupiottes? Gêné, peut-être pas. Après, c'est vrai que c'était une ambiance un petit peu particulière. Effectivement, une salle qui était énorme. Il y avait, je crois, 17 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc, une grande, grande salle avec tout un nouvel habillage, que ce soit autant par les tapis de ring, qui, effectivement, pour le coup, contrairement à ceux de SmackDown de la semaine dernière qui m'a déjà perturbé, là, c'est pire. Les bleus étaient très bien, finalement. Que par des nouveaux vêtements pour les arbitres. Là, on voit que c'est vraiment le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle ère. Voilà, et il pose bien le côté esthétique qui va avec cette nouvelle ère. Donc voilà, on s'habituera à tout ça. Il y aura pas de souci. Ouais, il y a un très gros décorum, c'est le cas, c'est vraiment le cas de le dire. Ça donne une ambiance, moi ça m'a fait beaucoup penser aux cérémonies du Hall of Fame. Il y a plein de gens autour du ring, beaucoup de célébrités. Voilà, on va pas forcément entrer dans les détails. Bon, pas des grosses célébrités non plus mondialement hyper connues. Bon, il y a Aston Kutcher, on a reconnu. Il y a le jeune homme dont je ne sais plus le nom, mais qui est l'acteur, l'enfant star de Home Alone, de Maman, j'ai raté l'avion, et qui a fait plein de trucs depuis. À quelques stars musicales, quelques stars de la télé américaine, etc. Et donc voilà, on met les petits plats dans les grands, c'est une soirée de gala. Il faut qu'on ait ça en tête, nous autres fans hebdomadaires de la WWE. Là, c'est pas que pour nous, c'est aussi un peu pour épater la galerie. Et ça commence très fort puisqu'on nous envoie un clip alors que le ring est recouvert d'un immense drap blanc. En fait, ça fait une sorte de clip promotionnel dans la salle avec la voix de Triple H. Un clip intense, hein, qui nous parle du passé de la WWE et de son avenir. Un clip qui nous révèle des termes rarement entendus à la WWE. Ça parle des heels contre les faces, ça parle du shoot, de la promo, voilà, du scripté, etc. Où on dit que voilà, on ne sait plus trop de nos jours avec la réalité, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais il y a toujours des héros, des légendes, des icônes. Et quand le drap tombe, évidemment, c'est Triple H qui est en dessous, qui nous fait un bel ego trip, une petite gonflage d'ego là. Et c'est lui qui vient nous dire que Are you ready? It's Netflix era. Donc là, déjà, est-ce que toi, tu t'es dit ça commence bien ou tu t'es dit bof, ça se répète un peu? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Non, moi je pense ils ont bien tapé fort pour commencer. Ce petit clip, effectivement, où on reprend, comme tu l'as dit, des termes, voilà, qui sont pas forcément utilisés directement pendant les shows. J'ai trouvé que c'était, ouais, on voit bien que c'est un changement d'era effectivement. Et il y avait aussi, je pense, ce petit côté, c'est Netflix. Donc forcément, beaucoup de monde va avoir accès à ces shows-là et pas forcément des fans de catch, justement. Donc il y avait un peu le côté, on reprend un petit peu l'histoire et en même temps on explique vite fait comment ça se passe à ceux qui nous connaissent pas. Donc c'était plutôt malin, c'était plutôt bien fait. Et Triple H, voilà, qui nous fait son mini discours comme il a l'habitude de faire, juste pour se prendre une petite pop. Et puis voilà, il est content, donc tout le monde est content. Ouais, il est content. Bon, on imagine que c'est en grande partie son travail aussi, cette ère, donc on lui laisse prendre un petit peu ses lauriers. Et de toute façon, c'est pas la seule grosse star qu'on nous balance, puisqu'on ouvre directement avec l'arrivée de The Rock. Voilà. Là, pour le coup, pour avoir une star hyper identifiable par le monde entier, on pouvait pas trouver mieux. The Rock a daigné venir pour cette ouverture de Raw. Un The Rock très différent de celui qu'on a quitté, hein. Un The Rock très gentil, qui vient nous dire que c'est formidable, que les gens de Netflix sont formidables, que tous les gens qui travaillent à la WWE, c'est formidable. Il nous dit, je salue aussi quelqu'un qui porte la compagnie sur son dos depuis des années. Alors, je pensais qu'il avait parlé de Triple H. Non, il parle de Cody Rhodes. Cody Rhodes, à qui il avait cassé la gueule et tout. Il dit Cody Rhodes, voilà. Il lui fait même une petite blague, la bise à ta maman. Cody Rhodes, il est là, il est au bord, il rigole. Oh, oui, celle-là, elle est un peu osée quand même. Et puis il nous dit qu'il va prêter grande attention au match qui va suivre, puisqu'effectivement ce soir, et on va en parler de suite, on nous lance direct sur du très très gros sujet, puisqu'on a le match qui devrait normalement clore des mois de guerre interne à la Bloodline. On a le match entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc The Rock nous dit qu'il va regarder ça, mais voilà, il est arrivé très très sympa. Est-ce que tu as été surprise de voir cette version-là du Rock, ou est-ce que finalement, là encore, vu qu'on était dans une audience mondiale, c'est plutôt le Rock des interviews plateau de télé finalement qu'on a eu? J'étais plutôt étonnée parce qu'effectivement, hein, quand on l'avait quitté la dernière fois, voilà, il n'était pas du tout dans le petit côté gentil et je fais des blagues avec Cody Rhodes, donc j'étais un peu étonnée. Après, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un peu logique puisqu'effectivement, grosse audience, nouvelle audience potentielle, donc on a vu plus, je pense, voilà, Dwayne Johnson, la personne qui siège un petit peu au conseil d'administration plutôt que vraiment The Rock, le catcheur. Mais c'était quand même plutôt sympa. Et puis il nous rappelle, il nous lance un petit peu le match qui va suivre, donc puisqu'il est quand même partie prenante de la famille. Donc moi j'ai trouvé que c'était sympa. Puis ils ont quand même ouvert, voilà, enfin commencé avec une grosse star. Donc voilà, c'est plutôt un bon début, je trouve. Ouais, grosse star pour commencer et gros match pour continuer, puisqu'on a donc eu ce Tribal Combat match entre Roman Reigns et Solo Sikoa qu'on attendait depuis des mois, un mano à mano qui ressemble beaucoup à tous les Tribal Combat qu'on a pu avoir, c'est-à-dire que ça commence à la loyale entre les deux hommes, un contre un, même si Solo Sikoa, il est assez vicieux, hein, il va utiliser des objets régulièrement, il place un low blow même à un moment donné, mais très vite, au bout d'un moment, une fois qu'on a eu tous les enchaînements possibles et imaginables, ça monte d'un cran en intensité avec les arrivées extérieures. Il y a notamment une victoire qui semblait offerte à Roman Reigns, mais l'arbitre est tiré par l'arrière par les membres de la Bloodline actuelle. Donc Tamatonga et Jacob Fatu qui se mettent au milieu de tout ça. Ça part en grosse bagarre. L'arbitre prend des coups aussi, on neutralise l'arbitre. Mais Sami Zayn et Jey Uso débarquent. Donc ça part en bagarre générale. Au milieu de tout ça, dans le bazar, il y en a un qui se glisse et qui porte un stunner à Roman Reigns. C'est Kevin Owens. Kevin Owens qui lui va se faire poursuivre par Cody Rhodes. Donc on a vraiment énormément de monde. Et sur la fin, bien sûr, on a un enchaînement de tentatives. Alors, ils ont tout fait, Solo Sikoa et sa Bloodline, hein. Ils ont fait à Roman Reigns et ils lui ont envoyé le pouce, le fameux Samoan Spike dans la figure. Roman Reigns s'est toujours relevé et va réussir à placer un ultime spear dévastateur. Et là, c'est un, c'est deux et c'est trois. Roman Reigns gagne, Solo Sikoa s'incline. Et en plus, on l'avait vu ensemble
À SmackDown, il avait dit que s'il perdait, il reconnaîtrait Roman Reigns comme son chef. Donc Solo Sikoa ne peut plus rien dire. Et Paul Heyman, tout ému, s'apprête à remettre à Roman Reigns le fameux collier rouge, le fameux Ulafala. Mais c'est The Rock qui revient, et c'est The Rock qui vient lui mettre, qui le félicite et qui lui serre la main. Beaucoup d'intensité dans le regard entre les deux hommes. On reste finalement sur le planning du début de show. On n'a pas un The Rock qui nous dévoile être la tête pensante depuis le début, celui qui aurait lancé Solo Sikoa ou etc. Ce qu'on a pu lire à certains moments. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, mais ça veut dire que pour le moment en tout cas, on continue, on se sourit et Roman Reigns et The Rock restent en bon terme comme ils l'étaient finalement jusqu'au dernier WrestleMania. Est-ce que ça t'a plu ce match? Est-ce que ça a été à la hauteur de l'attente? Et est-ce que pour toi c'est une vraie grosse page qui se tourne? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que Solo Sikoa et ses camarades vont rentrer dans le rang? Parce qu'on a du mal à imaginer que ça se finisse un jour cette histoire, non? Oui, on a du mal à imaginer. En fait, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent. Et c'est ça qui est un peu magique avec cette Bloodline, c'est que ça fait quand même 4 ans qu'ils nous tiennent en haleine et qu'à chaque fois qu'on se dit ça y est, c'est bon, c'est fini, et ben en même temps, il y a 8 nouvelles possibilités qui s'ouvrent à chaque fois, donc ils arrivent à nous maintenir dans un état d'attente justement autour de tout ça. En tout cas, c'était un gros match comme on pouvait s'y attendre, avec évidemment beaucoup d'overbooking, ce qui était plus ou moins attendu et puis ce qui était souhaité quand même, je pense, par la majorité. Avec donc les deux qui débarquent, ensuite Sami et Jimmy, donc forcément, voilà, on mélange un petit peu Kevin, un petit peu Cody là au milieu. Roman qui finit par l'emporter. Alors effectivement, j'aurais pas forcément misé sur lui, mais ça me fait quand même plaisir que ce soit lui qui gagne. Et le Rock, qui reste effectivement très sage par rapport à. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'il nous sorte un petit truc, enfin tu vois, qu'il veuille pas lui remettre ou je sais pas, et qui nous casse un petit peu l'image du Rock gentil du début du show, mais en fait pas du tout. Écoute, il reste en bon terme et puis on verra ce que ça donnera par la suite et ce qui va revenir un petit peu dans l'histoire. Est-ce que Solo va laisser passer ça et effectivement reconnaître Roman comme son tribal chief, ou est-ce que il va la jouer un petit peu à la sournoise et où ça va continuer un petit peu dans l'autre sens? Est-ce que les deux autres vont rentrer dans le rang entre guillemets, puisque eux n'ont rien promis, contrairement à Solo qui a dit qu'il le reconnaîtrait, que ce soit Tamatonga ou Jacob Fatou, ils ont rien dit. Donc est-ce qu'ils vont rester à leur place ou pas? Voilà, ça ouvre plein de possibilités et j'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes de cette série Bloodline puisque ça reste toujours aussi passionnant, je trouve. Ouais, c'est un feuilleton. Moi, j'ai plutôt bien aimé le match. C'était pas clairement de la hauteur du dernier main event de WrestleMania, bien sûr, mais c'était quand même assez réussi. Je trouve que ça aurait quand même eu plus de poids. Enfin, on aurait un souvenir plus fort si ça avait été dans un main event, je pense, d'un premium live event. Maintenant, stratégiquement, c'est une très bonne idée d'avoir envoyé ça dès l'ouverture. C'est un peu surprenant, mais c'est une bonne idée. Il y a eu un petit peu tout ce qu'il fallait dans le match. Moi, j'ai trouvé que Roman et Solo, juste en rencontrant, ils ont déjà réussi à raconter beaucoup de choses. Et puis après, cette cascade d'interventions qui était assez logique et assez bien vue. Avec un Kevin Owens, j'ai trouvé très court mais excellent, parce que son stunner, il était vraiment placé à la volée, presque comme un RKO d'Orton. Maintenant, comme tu l'as dit, plein de choses sont possibles. Vu l'intro, je suis pas très choqué de la prestation de The Rock, parce que en plus on le connaît, The Rock, et on l'a vu l'an dernier faire dans la Road to WrestleMania. Il est très capable de faire un ou deux premiers shows où il joue le babyface, le gentil, le corporate, et puis après péter un plomb et redevenir un égoïste narcissique. Donc là il la joue discret, mais ça veut rien dire du tout. On voit beaucoup passer sur internet le fait qu'a priori finalement il viendrait pas cette année à WrestleMania, qu'il a annulé ses plans et tout. Peut-être, mais comme on connaît la WWE aussi et les fausses pistes, peut-être que c'est fait exprès pour nous faire croire ça et pour nous donner l'inverse. En tout cas, le résultat, moi, me paraît quand même le plus logique. J'aurais plutôt voté Roman Reigns, j'avoue, histoire de ça clôt un petit peu un arc scénaristique.
Mais derrière, je ne sais pas du tout. Moi, j'aime bien la théorie que tu as de dire c'est peut-être Solo, il va soit disparaître, soit rentrer dans le rang, mais que les deux autres, ils vont pas du tout accepter de venir sur la Coupe de Roman. Donc, il y a encore une longue histoire à écrire, mais je pense que là, clairement, enfin, j'espère que ça aura des conséquences. Tu vois, je veux quand même qu'il se passe des choses. Euh, j'ai un peu ralloué quand même déjà de fait de dire que ce fameux Wargames, finalement, il avait servi absolument à rien parce que Oui. l'ancienne Bloodline a beau laminer la nouvelle Bloodline, personne n'a été remis en cause ni rien. C'est pour ça que dans le catch, c'est bien de fixer un enjeu avant de commencer à se battre, comme ça au moins c'est clair. Euh, voilà. Il y aura des résultats, il y aura des conséquences de tout ça, c'est clair. Bon, et on n'avait pas beaucoup de matchs ce soir. C'était une grosse surprise, hein. On a eu que 4 matchs. Enfin, moi, ça m'a surpris. On a eu que 4 matchs dans ce Monday Night Raw. Ils étaient tous prévus et annoncés par avance. Mais moi, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus d'événements classiques dans un Raw, hein. Ça n'a pas du tout été le cas. On a eu beaucoup de discours, d'interviews, de passages de stars. On a eu quand même des matchs à enjeu, puisque directement dans la foulée, on a enchaîné sur un match pour le titre féminin. Liv Morgan défendait son titre contre Rhea Ripley. Alors ça aussi, c'est un match dont on attendait l'issue depuis longtemps, hein. C'est une tension qui se cristallise depuis un bon moment. C'est sûr qu'avec Dominique Mysterio d'un côté et Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, elle partait pas favorite, elle partait pas gagnante. Puis Liv Morgan s'est vraiment battue comme une diablesse, mais ça n'a pas été suffisant pour le rouleau compresseur. Rhea Ripley, elle a réussi finalement à porter un Riptide et elle a réussi à récupérer sa ceinture. On commence l'année avec une Rhea Ripley championne, avec un Dominic Mysterio qui a voulu lui faire un gros câlin pour faire la paix à la fin, mais qui a pris un petit coup dans les parties latines. Et pour couronner le tout, ça a dû lui faire quand même un petit beau sourire dans son petit cœur à Rhea Ripley. Elle a été célébrée par l'arrivée de l'Undertaker en American Badass sur sa moto et qui est venu faire un petit tour de ring. Alors je suis un peu déçu, j'ai cru qu'il allait faire signe à Rhea Ripley de monter derrière et l'amener se balader en ville. Moi j'aurais fait ça à sa place. Mais il y a eu quand même un petit jeu de regard et une passation de pouvoir qui était assez émouvante. Est-ce que tu as aimé cette rencontre? Tu disais que tu n'avais pas parié sur la victoire de Roman Reigns. Est-ce que tu aurais parié sur celle de Rhea? Est-ce que tu es contente de l'avoir démarré en trombe cette année 2025? Évidemment, forcément, voir Rhea retrouver sa ceinture, c'est forcément quelque chose qui me fait plaisir. Et voilà, en plus le match était pas mauvais. Elles se sont bien battues toutes les deux. Les petites interventions forcément de Dom Dom, de Raquel, un petit peu, voilà, qui ont fait quand même un petit peu douter à certains moments, puisque effectivement elle partait quand même à 3 contre 1 en fait, concrètement. Donc ça me fait bien plaisir qu'elle récupère son titre. Je pense que de toute façon ça terminera pas l'histoire, puisque voilà, comme tu l'as dit, Dom Dom qui vient après essayer de lui faire un petit câlin, genre non mais c'était une blague, en fait voilà, je reviens avec toi. Je pense que ce soit au niveau de Raquel ou de Liv, ça va forcément entraîner des tensions par après dans le Judgment Day. Donc je pense que là-dessus on termine pas forcément la rivalité. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. Et puis, oui, de l'avoir quelque part validée par l'Undertaker, je pense que ça a dû lui faire extrêmement plaisir à elle aussi. Donc voilà, je pense que c'était un bon moment et un bon spot en plus pour récupérer son titre. Donc, je suis contente pour elle. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Déjà pour ce Raw Netflix, il fallait un petit peu de trucs historiques, donc qu'il y ait un changement de ceinture, c'est quand même marquant. Et moi, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. C'est bien qu'on respecte un peu l'ordre établi de temps en temps. Et quand même, je veux dire, Rhea Ripley a fait 2 têtes de plus que Liv Morgan. C'est une énorme athlète, alors que l'autre, c'est un petit gabarit. C'est très bien dans le catch qu'il y ait des petits qui gagnent et surtout des petits heels comme Liv Morgan qui ont eu une super année et qui a très bien su jouer tout le temps la heel, la fourbe, la petite tricheuse, etc. Mais j'ai bien aimé que ce côté-là, bon, allez, au bout de quelques mois où elle lui court après, là elle arrive, elle la chope, enfin, elle la met face à face et bon, à la loyale, hein, elle lui reprend son titre. Comme tu dis, ça veut pas dire que c'est perdu, même si honnêtement, je pense que peut-être que ce règne, on va dire, cette période-là de Liv Morgan championne va peut-être laisser son tour à un nouveau règne sympa de Rhea Ripley, mais
Mais on n'en a pas fini avec une Liv Morgan au top, je pense. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a créé les ceintures intermédiaires, hein. Liv Morgan, elle peut tout à fait prétendre. Elle n'est pas dans le tournoi pour le titre intercontinental féminin, mais vu les deux finalistes, je pense que c'est prenable pour elle dans quelques semaines. Ça, ça, ça peut l'intéresser. Donc moi, ça m'a bien plu. Puis ouais, Rhea Ripley, c'est quand même une très très bonne athlète et une très très bonne catcheuse. Donc moi, ça m'a fait plaisir pour elle et pour tout le monde. Troisième match de la soirée, on va enchaîner les matchs. Après, on va parler un petit peu des légendes qui nous ont fait quelques coucous. Celui-ci, il n'avait pas spécialement d'enjeu à part une certaine tension entre Jey Uso, notre Yeatman, et Drew McIntyre, qui en veut à toute la terre et surtout à toutes les personnes qui ont aidé Roman Reigns. Donc, il est dans une sorte de revenge tour lui aussi, et il veut commencer par Jey Uso. Donc un affrontement où il met beaucoup de violence, hein, Drew McIntyre, comme il sait faire. Mais il se laisse un peu parfois emporter par ses émotions. Pourtant, il domine, hein. Il va même réussir à porter un Claymore qui va être contré, compte de 2. Il va en tenter un autre Claymore, mais ça va lui échapper. Et Jey Uso va réussir à remporter le match, à réussir à lui faire une sorte de roll-up un petit peu coincé la fin de voilà, et il arrive à l'avoir, à lui tendre un piège et à gagner la victoire. Donc au bout de 10 minutes 20, c'était un petit peu court. Voilà, c'était pas une victoire écrasante et dominatrice où Drew McIntyre a fini au sol gisant. Il était bien réveillé, le Drew McIntyre, mais il s'est fait avoir. Ses émotions ont pris le dessus sur lui. C'est un petit peu ce qu'on nous raconte quand même avec Drew depuis un moment. Est-ce que ce match-là t'a plu? Est-ce que ça t'a convaincu? Et bah voilà, Drew, en tout cas, ça commence mal dans le Revenge Tour, mais ça veut dire qu'à mon avis, il va revenir de plus en plus énervé, non? Si c'est encore possible. Oui, si c'est encore possible, parce que je pense qu'on a atteint un niveau d'énervement qui est quand même pas loin du sommet. Bah écoute, le match était plutôt sympa. Voilà, c'était pas le meilleur match de la soirée, mais c'était plutôt sympa. Jake est toujours aussi over avec le public et tout ça, donc ça me fait toujours plaisir pour lui. Et voilà, c'est un petit match dans la rivalité contre tout le monde de Drew McIntyre et voilà, à voir où ça l'emmènera par la suite parce que de toute façon, il a beaucoup de personnes à qui il en veut encore, donc je pense que ça va lui donner encore un petit peu plus de comment dire de fuel en fait pour qu'il puisse s'énerver encore un petit coup. Et par contre, j'aimerais pas être la personne qui va récolter le fruit de tout ça parce que je pense que ça va taper très très fort, hein. Ouais, bah c'est quand même l'histoire de Drew depuis, j'allais dire des années maintenant. C'est qu'il est très très énervé, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Il est arrivé très énervé à WrestleMania. Il a été complètement eu par CM Punk là, qui lui a causé un cash-in et donc une défaite. Et il a été très énervé dans sa feud contre CM Punk et finalement bah, c'est lui qui a perdu les gros matchs. Et là il est très énervé et il rate cette petite marche. Bon, il y a quand même. Voilà, le match était un peu mou, moi j'ai trouvé un peu court, un peu déçu par cette rencontre, qui était en milieu de show mais qui aurait pu être meilleure. Je crois que là aussi, hein, ils nous ont joué un petit peu le coup que Jey Uso il avait jamais battu Drew encore. Donc là c'est fait. Sami Zayn il a pas réussi toujours à battre Drew. Mais voilà, il faut qu'il trouve un petit peu plus de consistance. Drew McIntyre, je trouve. Là, j'étais un peu plus limité sur le fait que j'aimais bien ces dernières semaines qu'il aille dans tous les shows pour se venger un petit peu de tout le monde. Mais au final, est-ce qu'il se perd pas un petit peu en route? Est-ce qu'il se disperse pas? C'est peut-être ça le problème. Il a trop de gens en tête et il se déconcentre. Bon, enfin, en tout cas, comme tu l'as dit, ça va nous permettre de le voir contre plein d'autres mecs, à peu près tous les top face de la WWE. Et comme on aime bien voir Drew McIntyre sur un ring quand même, en général, il nous fait des beaux matchs. Ça nous promet des belles choses. Il nous reste qu'un match pour le main event, parce que c'était un show particulier, on l'a redit, mais on va quand même le laisser un petit peu de côté pour évoquer quelques segments. Donc on a eu pas mal de stars, comme je disais, dans les coulisses. On a vu aussi quelques low-carders, hein, puisqu'on a vu passer le New Day qui a essayé de s'exprimer à nouveau pour la énième fois, mais voilà, ils sont pas écoutés en interview. On a vu le Miz parler et puis Karrion Kross venir lui demander de continuer de catcher avec lui. On a vu Chad Gable et puis tout ce petit monde. C'est qu'on a vu d'autres, je réfléchis. Bah on a vu Damian Priest, hein, qui a félicité
Rhea Ripley qui nous annonce qu'il aura un match contre Finn Balor la semaine prochaine. Enfin. On nous a vendu un petit peu aussi la semaine prochaine, hein, et faire ça la WWE. Mais surtout, on a eu John Cena. John Cena est venu, il nous l'avait promis, il serait là, il commence son année de son tour, hein, son année de révérence, on va dire ça. John Cena qui remercie la foule, qui nous explique toutes les émotions qu'il a en Californie. Voilà, de toute façon, avec la longue carrière qu'il a, partout où il passe, c'est une ville où il a gagné déjà un titre ou perdu un titre ou fait un premier soir, etc. Alors John Cena, il commence modeste, ça lui ressemble pas. Moi j'ai trouvé que ça lui ressemblait pas. Il avait pas encore son mordant habituel. Il nous dit bon, beaucoup de monde veut me voir contre plein de gens, contre Drew McIntyre, contre Gunther, contre CM Punk. On veut même me voir 17 fois champion du monde. Mais il dit ah les gars, ça, ouais, je vois pas comment c'est possible, hein. Je pense que j'ai plus de chances de remporter un Oscar. Et pourtant vous savez à quel point je suis mauvais acteur. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais c'est un peu ça qu'il dit. Et puis après il dit tiens mais ah bon, pour devenir champion du monde, faudrait quand même un miracle parce que j'ai perdu, j'ai pas gagné un match en solo depuis. Alors il compte en jours. John Cena, ça fait 2000 ou 3000 jours, je sais pas qu'il a pas gagné en solo. Bon, en même temps, ça doit faire 3 matchs ou 4, hein, ça doit pas faire beaucoup parce qu'il fait un match tous les ans. Mais visiblement, il se dit que son temps est révolu et que maintenant c'est le temps des petits jeunes. Mais tout en discutant, il se dit bah attendez, mais bientôt il y a le Royal Rumble. Alors il nous dit au début je pensais juste venir faire coucou, ça te ressemble pas ça John, mais en fait je peux y aller et puis peut-être je peux le gagner et puis si je le gagne je peux aller à WrestleMania et je peux devenir champion du monde. Et là il s'énerve tout seul et il remercie la foule, il dit ouais merci de me motiver, grâce à vous je vais y aller avec l'envie de gagner, allez je vais aller au Royal Rumble, je vais gagner le Royal Rumble. Voilà, bon ben John Cena, clairement il était pas dans le mood WWE mais là ça y est, il est démarré. Est-ce que tu es contente de le voir partir au top niveau pour cette dernière année? Est-ce que un petit pansement au cœur en se disant que ça y est, on y est dans la dernière année de John Cena? Ouais, c'est un petit peu particulier parce que d'un côté, je suis contente de le voir revenir puisque voilà, c'est un peu comme beaucoup de gens ont, voilà, il était, moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à regarder le catch, donc il était déjà là. Enfin, on était dans la période un petit peu Sina, donc il fait partie de ces personnes qui m'ont fait accrocher, qui m'ont fait aimer la WWE. Donc ça fait quand même quelque chose de voir que, enfin, de savoir qu'il va partir. Donc forcément, voilà, quitte à ce qu'il fasse un tour d'un an pour nous annoncer sa retraite, autant qu'il y aille fort, et donc autant qu'il s'annonce directement pour le Rumble. Après, sur la forme, effectivement, je trouvais que c'était un petit peu bizarre. Le côté, voilà, j'arrive, en gros, je sais pas trop ce que je fous là, je viens vous dire bonjour, mais sans plus. Et de s'énerver tout seul, en fait, comme ça, de se motiver, tout d'un coup, il participe au Rumble. Bon, la forme était bizarre, le fond est très bien. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être là toutes les semaines? Est-ce qu'on le reverra plus jusqu'au Rumble? Est-ce que voilà, c'est là aussi ça pose beaucoup de questions au niveau de ce qu'il va faire exactement pendant cette année-là. Et puis jusqu'à quel moment de l'année est-ce qu'il va aller, puisqu'il nous a dit que ce serait son dernier Rumble, son dernier WrestleMania. Voilà, est-ce qu'il a l'intention d'aller jusqu'à l'été, jusqu'à décembre? On va apprendre tout ça au fur et à mesure, mais en tout cas, ouais, ça fait quand même un petit pincement de se dire que voilà, on vit les derniers jours de Cena sur un ring, c'est particulier. Ouais, moi j'avais pas trop de doutes qu'il participe au Rumble ou qu'il se place dans des gros événements, donc c'est vrai que le petit scénario d'arriver tout modeste et tout humble et de finir reboosté, bon c'était rigolo, mais je pense que ça aurait pu mieux marcher s'il avait eu un intervenant en face. Par exemple, le Miz en a parlé backstage, bah ça aurait pu être bien que le Miz vienne lui parler ou une autre star éventuelle. Parce que là, il s'est un peu monté le bourrichon tout seul, Johnny, mais je trouve que c'est une très bonne idée qu'il participe au Rumble Match, puisque c'est son dernier Royal Rumble, il faut qu'il soit dans le Rumble Match, effectivement. Alors, peuple de ketchup dans les commentaires, vous me préciserez peut-être, mais je crois qu'il avait annoncé un peu son nombre d'apparitions, je crois que c'est une trentaine dans l'année. Donc si on compte une dizaine de Premium Live Events, ça veut dire il va pas faire tous les Raw ou tous les Weekly, mais il va en faire quelques-uns, hein. Il va être là un peu, hein. Donc je pense qu'il va vraiment faire une vraie année avec voilà, bon, il sera peut-être pas là toutes les semaines, mais avec des vrais FUD, peut-être que des fois, bon, à l'issue d'un Premium Live Event, peut-être après WrestleMania ou après le SummerSlam, il prendra un petit mois de repos, mais on va le voir et on a hâte de le voir, on a hâte de voir ce qu'il a en tête, puisque je pense que vraiment,
Là, tout le monde a un peu dans l'idée de faire, pas de se soumettre à ses désirs, ça serait un petit peu caricatural, mais qu'en tout cas, je pense que la WWE a envie d'être aidante et de lui faire un peu le programme qu'il a envie et de co-construire ça avec lui, de voir ce qui est sympa, ce qui peut être envisagé de faire, ce qui peut être un peu original, ce qui peut faire des clins d'œil à son passé. Donc, on sait que John Cena, il aime bien jouer avec sa propre légende, voire même parfois se la ridiculiser un petit peu. Donc, je suis sûr qu'il peut nous faire des trucs vraiment, vraiment cool. De toute façon, c'est ta dernière, John. On compte sur toi. Ne nous déçois pas et ne déçois pas Giscal. Ou si, déçois Giscal et nous régale-nous. Bon, un qui a peut-être un petit peu déçu, mais on va vraiment en parler très vite, hein, c'est Hulk Hogan qui est venu pour nous dire un peu des conneries et qui a pris la bronca du siècle. Je pense qu'il ne reviendra plus. C'était pas une très bonne idée, mais je pense que on est sûr maintenant, même si ce mec-là a été une légende du catch et a clairement contribué à la bonne santé du catch à une époque. Voilà, je pense qu'on est passé à autre chose. Maintenant, on a tué ces légendes. Hulk Hogan, c'est plus la peine, non? Non, je pense pas. Je pense qu'il est bien chez lui. En plus, enfin, j'avoue que j'ai écouté 2 fois, j'ai essayé de comprendre ce qu'il racontait. J'avoue que j'ai pas tout compris. Et voilà, j'ai pas trop vu l'intérêt, mis à part faire sa petite pub. Voilà, c'était pas passionnant. Non, 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 c'était une mauvaise idée. Bah écoute, je crois que j'ai évoqué à peu près toutes les stars et tout le monde hein, avant le main event. Non, tu vois autre chose? Non, je pense que t'as tout dit. Ouais, l'essentiel. Si j'ai oublié, vous nous dites dans les commentaires ou n'hésite pas à m'interrompre si ça te revient, Letty. Mais est-ce que tu es prête pour ce main event? Eh ben, allons-y. C'est quand même un main event qui ne va avoir lieu qu'une fois dans une vie, le premier main event de Raw à Netflix, et la WWE a donc choisi de mettre en avant CM Punk et Seth Rollins. Un choix fort, j'ai trouvé, pour les deux hommes, et notamment pour CM Punk, avec tout son passé à la WWE, lui qui n'a jamais eu de main event de WrestleMania, il a le main event du Raw sur Netflix. Les deux hommes se détestent, on le sait, et ils y sont allés à fond. On a vraiment eu un combat avec une énorme histoire psychologique. On a quand même eu l'étonnante surprise de voir Seth Rollins nous faire un go to sleep sur CM Punk faire un curb stomp sur Seth Rollins, un peu moins bien passé. On a eu beaucoup de near fall, on a eu des pieds sur la corde qui ont sauvé à la dernière minute, à la dernière seconde. On a eu un petit peu de combat à l'extérieur aussi, sur les tables, sur les rebords du ring, mais on est resté quand même beaucoup, beaucoup entre les cordes. Voilà, CM Punk qui continue de montrer qu'il est plutôt en bonne santé, hein, qui saute depuis le turnbuckle, qui se projette à l'extérieur. Seth Rollins, lui aussi, hein, dont on parle pas mal de soucis de santé, a été au bout de lui-même. Et malgré une grosse domination de Seth Rollins, hein, qui a quand même eu plusieurs fois l'impression d'avoir le match totalement en main, et ben CM Punk a réussi à un moment donné à lui porter un go to sleep. Seth Rollins s'est écrasé de fatigue sur le dos de CM Punk, c'était une image forte qui a permis à CM Punk de lui porter un deuxième go to sleep, deux d'affilée. Et Seth Rollins est effectivement allé dormir. 1, 2, 3. CM Punk, après avoir gagné un Hell in a Cell contre Drew McIntyre, bat à la loyale comme ça Seth Rollins. Eh ben écoute, pour un quadragénaire qui était pas là depuis pendant 10 ans, il s'en sort plutôt pas mal, CM Punk. Alors est-ce que tu es satisfaite du combat, surprise de cette issue, et surtout, la question que je te pose parce qu'on en a parlé, on se disait que c'était peut-être juste le début d'une rivalité, mais est-ce que vraiment ça peut aller plus loin et est-ce que ça ressemblait pas quand même à un one-shot hyper qualitatif d'une soirée de gala? Qu'est-ce que tu imagines, toi? Ouais, effectivement, on avait parlé de quelque chose qui durerait, mais après avoir vu le match, ouais, je partirais plutôt sur le côté one shot parce que, enfin, je vois pas comment ils peuvent aller plus loin dans la haine qu'ils ont l'un contre l'autre. Il y a, comme tu l'as dit, un gros match avec beaucoup de gros mouvements. Et vraiment, voilà, ils sont allés tous les deux au bout d'eux-mêmes. Ils étaient complètement lessivés à la fin l'un comme l'autre. Punk qui effectivement se montre bien, voilà, bien en forme, bien costaud par rapport au fait qu'il était parti pendant longtemps, qu'il s'est quand même pas mal reblessé depuis qu'il est revenu. Donc il est en grande forme. Rollins aussi. Et ouais, pour un premier main event
de Raw sur Netflix, j'ai trouvé que c'était le bon choix, en fait, ces deux-là. Après, voilà, effectivement, je partirai sur le fait que la rivalité est terminée. Après, on verra ce que ça peut donner, mais je pense que ce serait dommage de continuer parce que égaler ce niveau-là entre les deux, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Ah, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Euh, Ils peuvent encore nous faire certainement des gros matchs ou des grosses promos, je sais pas, mais c'est vrai que moi, dans la construction des dernières semaines et dans cette issue, ça fait un peu, on a rendu la copie parfaite. Alors, parfaite est un peu fort, mais on a rendu la très bonne copie. On a eu une très bonne feud entre les deux au micro. On a eu un excellent match. On sait que CM Punk, c'est pas sa dernière année officiellement, mais il en fera pas beaucoup d'autres. Et je pense que il a envie, et je pense qu'on a envie nous aussi de le voir un petit peu contre d'autres types de mecs, hein. C'est vrai que CM Punk, mine de rien, depuis son grand retour au Survivor Series il y a 1 an et demi, en gros, il a affronté Drew McIntyre et Seth Rollins, hein, c'est un peu tout. Donc, moi, je serais pas choqué, en tout cas, qu'on passe à autre chose, surtout qu'on entre dans la Road to WrestleMania, le Rumble, etc. Donc, je pense que c'était un très bon timing et ça serait irréprochable si on s'arrête là. Maintenant, peut-être qu'ils en ont encore sous la pédale, peut-être qu'ils veulent nous faire des Hell in a Cell, peut-être qu'ils veulent nous faire plein de trucs, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, c'était très très bon comme match. Je ne sais pas si c'était le bon choix, enfin le main event aurait été tout aussi fort, je pense, si on avait eu le match de la Bloodline, mais comme c'était plus évident comme main event, ben là le signal est plus fort d'avoir mis celui-là à la fin. Et puis ben voilà, finir sur CM Punk, c'est quand même sympa pour ce Raw sur Netflix et pour refermer une petite parenthèse et une petite blessure qui a duré plus de 10 ans, puisque c'était dans ces eaux-là, hein. C'était juste à la période du Rumble que CM Punk avait quitté le navire de fatigue il y a maintenant plus d'une décennie. Bon bah Letty, ce Raw de Netflix, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que la promesse est tenue? Est-ce que t'as été aussi époustouflé que tu l'espérais? Et puis bah, est-ce que t'as un mot de la fin, un top, un flop et une note? Alors, est-ce que j'ai été aussi époustouflée que ce que je pensais? Quasiment. Après, c'est vrai que c'était un show un peu intermédiaire. Comme je l'ai dit au début, c'était pas vraiment un Raw, puisque c'était quand même... Et c'était pas non plus vraiment un PLE. C'était un peu entre les deux. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stars. Il y a eu beaucoup de coupures, entre guillemets, où on faisait le tour un petit peu de toute la salle. Mais c'était quand même un show qui était que j'ai trouvé très très bien. Donc mon top, je le donnerai au Tribal Combat. J'aurais pu le donner au main event, mais voilà, j'ai fait le choix de le donner au Samoan. Le flop, ce sera pour Hulk Hogan parce que je pense qu'à un moment donné, il a fait les grandes heures de la compagnie. Maintenant, il faut rester à la maison. Et ma note, écoute, je vais mettre un bon 4,25. C'était un très bon show et j'espère que c'est le début du renouveau de Raw et de shows tout aussi exceptionnels de semaine en semaine, hein. Eh ben écoute, je suis ravi que tu aies été aussi convaincu. Alors moi, je dois l'admettre, un petit peu moins. J'en avais parlé sur le Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Je comprends complètement. C'était un Raw historique et il le fallait. On nous a mis des affiches historiques et c'était absolument bien pensé, hein. Voilà, le Tribal Combat, le final de CM Punk, le main event, la victoire de Rhea Ripley, le changement de ceinture, tout ça, c'était très bien. Qu'on ait quelques grosses apparitions un petit peu velues, la The Rock, l'Undertaker, c'était bien. L'Undertaker, c'était le main event du premier Raw, donc ça s'entendait très bien. Maintenant, je trouve qu'on a un peu perdu de temps en fait sur toutes les interviews backstage et depuis les tribunes là, où on avait vu, quand on a vu le Miz par exemple ou autre, ils se sont sentis un petit peu obligés de faire apparaître cette low card là. Et je trouve, moi, qu'on aurait mérité, et j'aurais bien aimé dans le rythme, un petit match de milieu de show, un petit peu plus mid-card sur le principe, mais qui aurait été un petit peu plus bazar, un petit peu plus comedy wrestling. Le but était que tous les regards allaient être tournés sur le catch, hein, c'est un peu ce qu'on dit. Voilà, Netflix, c'est une nouvelle audience. C'est très bien de montrer des superstars comme The Rock, c'est bankable. C'est très bien de montrer des gros matchs énormes de mecs qui sont légendaires, mais je me dis, imagine un mec qui connaît pas le catch, il peut pas avoir la même lecture que nous des matchs de Roman Reigns ou des matchs de CM Punk, il a pas tout l'historique.
Alors qu'il y aurait eu un bon match, moi je disais par exemple un match de luchador, hein, on aurait eu Rey Mysterio contre je sais pas qui, mais on aurait eu un Rey Mysterio contre un Ludwig Kaiser par exemple, ou un Sheamus contre Pete Dunne, ou un truc un petit peu plus bourrin, un petit peu plus physique. Je pense que ça aurait mis un peu plus pour les fans classiques, un petit peu plus de joie au cœur, et ça aurait pu intéresser aussi sur un autre type de public. Maintenant, ils ont décidé de laisser tout ce monde-là à la maison. On a mis que les grosses stars sur le ring, et je trouve ça aussi compréhensible. Donc la curiosité, ça sera surtout de voir à quel point ça va rester une marque. T'avais raison, on était dans une salle de 17 000 personnes. Il faut voir dès le prochain Raw, en fait, si on garde cet habillage, si on garde ce décorum, ou à quel point ça va re-rentrer dans le rang. Je suis vraiment curieux de voir ça. Donc moi, je vais mettre un 3,75. Je vais mettre un petit peu en dessous de 4 quand même. Le flop, évidemment, pour Hulk Hogan. En plus, c'est un gros con raciste, tout ce qu'on veut. Donc, allez hop, c'est fini. À la poubelle. Et le top, le top. Bon, je vais quand même le mettre au main event. Je vais le mettre à CM Punk et Seth Rollins. Ils ont eu des soucis physiques et on l'a dit, des pépins de santé. Ils donnent tout dans ce métier. Eux, c'est pas des superstars de la télé ou d'Hollywood. Ils sont là dans ce business et ils nous font du bien. Donc merci à eux d'être là. Ça y est, on est dans la nouvelle ère. T'es ému, Letty? Ému, je ne sais pas. En tout cas, je suis contente de voir ce que ça donne, cette nouvelle ère. Donc, et puis j'ai hâte de voir la suite. Bah ouais. Est-ce que t'es prête pour partir à Friday Night SmackDown dans l'Oregon? Eh ben, allons-y, prenons l'avion et c'est parti. Eh ben c'est parti. Nous voici quelques jours plus tard sur le USA Network. Et on part à SmackDown qui fait désormais 3 heures. Donc ça y est maintenant, cette semaine, c'est la première. 3 heures d'Euro, 3 heures de SmackDown. Un gros morceau, on va voir comment on va gérer ça à catch-up. Et on a commencé, on va faire par packaging, hein. On va faire l'opener qui était aussi lié au main event. Donc c'est Paul Heyman qui est arrivé pour nous expliquer que Roman Reigns maintenant, il est le nouveau tribal chief, hein, et la foule est en joie, hein, OTC, OTC. Et il nous dit voilà, Roman Reigns, il a des projets. Et il invite Cody Rhodes à venir sur le ring. Cody Rhodes débarque, et Paul Heyman lui explique que Roman Reigns veut reprendre le titre de champion du monde de la WWE, et que pour ça, il va participer au Royal Rumble. Donc on commence déjà par des grosses annonces, mais on n'a pas trop le temps de continuer parce que c'est Kevin Owens qui débarque depuis les tribunes, hein, qui nous fait encore une fois une promo là, de contestataire, et qui est complètement choqué de voir que Cody Rhodes a en plus à Raw fait copain-copain avec The Rock. Il dit voilà, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Cody Rhodes va dans le public pour le poursuivre, et à ce moment-là, Tama Tonga et Jacob Fatu débarquent sur le ring et entourent Paul Heyman. Donc on a une petite réponse déjà à ce qu'on disait sur Raw. Ils n'ont pas l'air contents du tout que Solo Sikoa ait perdu. Jimmy Uso puis Cody Rhodes reviennent, ça part un petit peu en bagarre générale. Tout le monde se fout dehors, ça part dans les vestiaires aussi. Et finalement, il en fallait un pour intervenir, c'est LA Knight qui pousse Jacob Fatu et Tama Tonga à l'extérieur de la salle, et qui referme ces fameuses portes coupe-feu là qui s'ouvrent que dans un sens. Donc, il a eu l'intelligence d'enfermer la Bloodline dehors, et il dit voilà, j'ai fait le job, maintenant j'ai un titre à aller gagner. Bon, c'était une grosse intro où il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça y est, on démarre, hein, on repart sur un nouveau programme avec Roman Reigns. Bon, moi je pense qu'il aurait pu légitimement demander un match pour le titre sans se faire chier à rentrer dans un Royal Rumble à 30 participants, mais en tout cas, John Cena et Roman Reigns annoncés au programme, on a une belle carte là, hein, qui se dessine. Oui, 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 une belle carte et ouais, j'imaginais déjà un final entre les deux ou un truc vraiment, voilà, qui va se passer entre les deux. Ouais, grosse intro où effectivement on continue un petit peu sur la lancée de Kevin, hein, qui forcément, voilà, il trouve toujours de nouvelles raisons d'en vouloir à Cody, donc a-t-il tort en même temps? Effectivement, on l'a tous vu faire copain-copain avec tout le monde, donc pourquoi pas? Bah ouais. Voilà, il s'interroge, donc ouais, ça continue. On continue avec les frères Jacob Fatou et Tama Tonga, où effectivement, oui, ils n'ont pas l'air de reconnaître tant que ça la victoire de Roman Reigns.
Solo et Roman étaient absents, donc à voir après ce que ça donne une fois qu'ils seront revenus. Est-ce que Solo va réussir à les gérer tous les deux? Est-ce que ils vont se retourner contre lui? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois, chaque segment nous donne quelques petites réponses et nous pose encore plus de questions. Donc voilà, je trouve que c'est toujours aussi passionnant de suivre ces trucs-là, ces histoires de Bloodline. Ouais, surtout que la Bloodline, c'est vraiment les 2 soirs de la semaine en ce moment, donc il se passe toujours des choses. Moi, j'ai plutôt bien aimé cette intro avec bah, complètement légitime, enfin que Roman Reigns, une fois redevenu chef tribal, se réintéresse à la ceinture mondiale, ça me paraît évident. S'il l'avait pas fait, ça aurait été une grosse erreur. Et après derrière, voilà, on a toujours Kevin Owens qui est dans les parages. Alors, puisqu'on parlait de LA Knight, on va enchaîner puisqu'il a eu son match. LA Knight, il affrontait Shinsuke Nakamura. Il voulait récupérer son titre quand même, son titre des États-Unis. Les deux hommes se sont pas ménagés, ça s'est envoyé des coups de genoux, des coups de tête, des coups de coude, des clothesline. On est parti un petit peu dans tous les sens. Shinsuke Nakamura qui a envoyé un coup de genou, là, un Kinshasa, pas tout à fait réussi, mais c'est pas grave. Mais il a pas vu que LA Knight était trop près des cordes et donc il y a eu un tombé qui a été brisé. LA Knight, lui, a réussi à choper Nakamura et à lui faire son finisher, à lui écraser la tête sur le ring. Mais au moment où il allait faire le tombé, parce que là, il était bien placé au milieu du ring, et Tama Tonga et Jacob Fatu sont venus se venger. Ils avaient trouvé une porte de secours, sûrement. Et ils sont venus attaquer LA Knight. Donc le match s'est fini comme ça par disqualification. Cody Rhodes et Jimmy Uso ont débarqué. Ça a fini un peu en pagaille générale. Et puis, finalement, Nick Aldis, qui était là, sous la demande de Cody Rhodes, a dit, écoutez, ce soir, ok, on va voir Cody Rhodes et Jimmy Uso contre Jacob Fatu et Tama Tonga, ça va être notre main event. On y reviendra plus tard, mais voilà, le match US a été un petit peu parasité par le fait que LA Knight pointe son nez dans la storyline de la Bloodline. Est-ce que t'es déçu que ce match soit pas allé pleinement à son terme? Et puis, est-ce que LA Knight, là, il est pas en train de se détourner complètement du titre US et quelle place il pourrait trouver au milieu de tout ça? Parce que voilà, il y a déjà beaucoup de monde qui s'en prend à la Bloodline. Il se disperse un petit peu, j'ai l'impression. LA Knight, il n'était pas hyper concentré. Enfin, il n'a pas l'air hyper concentré sur ce titre. Bon, le match en lui-même était bien. Il n'y a pas eu trop de trucs un peu ratés comme on a l'habitude, donc c'était parfait. Nakamura qui est toujours aussi puissant avec son nouveau personnage, donc j'aime bien, même si voilà, c'est pas une personne, un catcheur que j'adore, mais en tout cas je trouve qu'il de semaine en semaine il se pose un peu plus dans son personnage, donc il est en train de me faire changer un petit peu d'avis sur lui, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et oui, je trouve que c'est dommage quand même qu'on soit pas allé au bout, puisque du coup, fatalement, on va avoir quand même un rematch. Donc voilà, à voir ce que ça donnera. Mais voilà, est-ce qu'il va continuer LA Knight à se mettre dans ces histoires de Bloodline? Est-ce que c'était un one-shot pour la soirée? Est-ce que les Samoans vont le laisser tranquille ou pas? Pareil, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et voilà, enfin... Je pense qu'il aurait mieux fait de se concentrer sur son match avant de s'en prendre aux autres. Mais bon, ça, visiblement, ça ne reste que mon avis et c'était pas le sien, a priori. Donc, voilà. Ouais, mais peut-être c'était un bon avis parce que visiblement, en tout cas, ça lui a pas apporté chance de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Eh ben, écoute, on verra bien ce qui va se passer avec LA Knight, avec tout ce monde. On va faire 2 grosses catégories l'une après l'autre. On va commencer par la scène tag team. La scène tag team de SmackDown. On sait qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Les DIY donc, sont devenus champions par équipe en trichant un petit peu et en prenant le spot des Street Profits qui avaient été attaqués. Qui les a attaqués? On ne sait pas. Il y en a qui disent qu'ils savent, il y en a qui disent qu'ils savent. Il y a les Pretty Deadly qui se sont mêlés à tout ça, qui ont dit que c'était de la faute des Garza. Et puis il y a Apollo Crews aussi qui dit non, non, c'est DIY. Enfin bref, si vous comprenez pas tout, c'est compliqué. Et donc ça nous a donné quand même 2 matchs tag team ce soir. Le premier a vu justement les Garza, Angel et Alberto, affronter Pretty Deadly. Et ça a été un match vachement visuel, j'ai trouvé assez dynamique. Les Garza, ils sont vraiment dans la belle lignée Luchador, je trouve, en sautillant un peu dans tous les sens. Et leur nouveau finisher, j'ai trouvé vraiment sympa.
parce que c'est eux qui gagnent grâce à Santos Escobar qui est aux abords du ring. Alors Santos, on n'en a pas trop parlé dans nos awards, mais Santos il est quand même vraiment en retrait ces dernières semaines, il sert pas à grand chose, il catche plus, il parle plus, mais il aide ses petits copains à l'emporter contre Pretty Deadly. Pretty Deadly qui espérait une intervention de DIY, mais après match les DIY clairement ils ont dit non, on vous regarde, on vous soutient, on est avec vous les gars, mais voilà, on n'allait pas se mêler de tout ça. Il y a toujours Apollo Crews qui passe dans les passages en disant oh là là vous êtes bien naïf de croire nos champions, mais bon, lui on voit pas ce qu'il fout là, il est même pas tag team partner de personne. Et ça, ou alors il va nous sortir un Giovanni Vinci, je ne sais pas, ça pourrait être rigolo. Et un petit peu plus tard, on a vu les Motor City Machine Gun affronter A-Town Down Under, donc là vraiment un match de génération, hein. Et là aussi un match que j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai trouvé les A-Town Down Under parce que c'est eux qu'on évoque pas mal parmi nos petites déceptions assez en jambes face aux vétérans qui sont pas là depuis longtemps. Peut-être un match où les deux équipes manquent un peu quand même de grosse harmonie, de grosse communion avec la foule. Il y en a qui sont pas là depuis longtemps et il y en a qui sont pas vraiment ni vraiment top heel, ni vraiment trop en vue. Mais voilà, on a eu à peu près 20-30 minutes de scène tag team et on a eu deux bons matchs. En tout cas, c'est mon opinion que je dévoile, mais j'ai hâte d'entendre celle de Letty. Est-ce que tu as aimé tout ça? Et puis, bah, a priori, les DIY promettent qu'ils auront un match pour les Pretty Deadly, mais on ne sait pas trop quand. Donc il y a du monde qui tourne autour de ces ceintures, hein. Il y a du monde et je te rejoins, c'est vraiment, je trouve, passionnant ce qui se passe avec toutes ces équipes en ce moment. Les matchs étaient plutôt bons. Effectivement, le public n'était pas forcément concentré, j'ai l'impression, sur certains spots où effectivement ça manquait un petit peu de répondants au niveau du public. Mais moi j'ai trouvé que les deux matchs étaient bien et voilà la petite histoire avec DIY qui promet des matchs, mais bon, voilà, j'ai l'impression que les Pretty Deadly sont juste un tout petit peu trop naïfs et qui vont tomber de très haut. Et ouais, je pense que ça va donner. Enfin, moi, j'aurais bien vu un Fatal 4-Way en fait. Quand je les ai vus tous avec Nick Aldis, l'histoire des deux matchs, c'était pas mal aussi. Et comme on le disait la semaine dernière, il y a tellement d'équipes qui sont impliquées, il y a tellement de combinaisons possibles, de triple threat, de Fatal 4-Way, de 2 contre 2, enfin il y a tellement de choses à faire que c'est je trouve passionnant et ouais ça a utilisé une bonne partie oui une bonne demi-heure là-dessus et j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'ai hâte de voir la suite à ce niveau-là. Ouais, on nous a clairement vu l'intérêt d'avoir les 3 heures. Il était beaucoup sur la scène tag team et c'était vraiment chouette. C'est presque un fatal five-way qu'il faudrait parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours les Street Profits qui étaient pas là mais qui traînent dans Oui. l'histoire. Moi j'aime bien et ça dynamise vraiment. Là on se dit qu'on a vraiment une vraie division tag team. Tout le monde est bon donc il n'y a pas trop de reproches à faire. Je suis vraiment content pour mes petits chouchous latinos, j'avoue. Ça m'a fait, je trouvais qu'ils ont apporté vraiment de la fraîcheur là. Puis les Pretty Deadly aussi, hein, c'est du catch un peu fun justement, donc c'était vraiment chouette. Et puis bah, on sent que les DIY voilà, ont cette position un petit peu de champion heel avec ce côté un peu assez rigolo avec Ciampa et Gargano, un peu bah, le méchant, le gentil du duo là. Donc il y a beaucoup de potentiel d'écriture et beaucoup de choses qui peuvent se passer. On peut tenir sur des mois là entre ces quatre cinq équipes avec plein d'interactions et de trahisons, de retournements de veste, etc. Et peut-être une sixième équipe avec, avec ce Apollo Crews qui traîne dans les parages. Je ne sais pas pourquoi il traîne, mais il traîne. Écoute, il vient au show, il vient tous les vendredis, il prend sa tenue de combat, il vient discuter, puis il repart. Il doit attendre une opportunité, je sais pas, mais ça va pas tomber comme ça, Apollo, hein. Faut provoquer les opportunités, hein. Peut-être, il se dit j'ai un salaire, si je me pointe dans le vestiaire, peut-être que on va me donner quelque chose à faire, on sait jamais. Peut-être, Voilà. c'est possible. Allez, une fois ce morceau fini, on va passer à une autre division bien remplie, c'est la scène féminine. Petite parenthèse chez les filles, surtout qu'on a deux ceintures maintenant chez les filles à SmackDown. Donc Chelsea Green, qui est la championne US féminine et qui est la plus longue championne US de tous les temps, défend pour la première fois son titre contre Michin, hein, une revanche du fameux tournoi.
Mais encore une fois, c'est pas tout à fait, ça se passe pas tout à fait comme il faudrait parce qu'il y a Piper Niven à l'extérieur du ring. Très classe toujours, hein. Je crois que c'est notre ami Papy sur le Discord qui nous demandait de saluer les tenues de Piper Niven. Non, c'est Papy qui dit ça? Oui, Oui, c'est Papy, évidemment. Et forcément, elle joue le jeu, voilà. Elle détourne l'attention, elle tord un petit peu l'attention de l'arbitre. Et c'est ce qui permet à Chelsea Green de conserver son titre sur un roll-up. Chelsea Green qui a, comme d'habitude, hein, pris pas mal de coups. De toute façon, je crois que c'est ce qu'elle sait le mieux faire, hein, encaisser un coup et nous faire sa tête ébouriffée. Mais la championne est championne et la championne reste championne, hein. Donc là, je pense on a eu un petit peu de. Machine grimpe peut-être un petit peu en popularité, je trouve. Le public est un peu plus réactif à ses moves, elle est un peu plus high flyer, ça va un peu plus dans tous les sens, mais bon, il est peut-être temps de passer à autre chose et de voir ce que Chelsea peut nous offrir dans cette division féminine, non? oui, je pense elle peut passer à autre chose. Là, je pense que c'était une bonne première défense. Avec Michin, elles ont quand même un petit paquet de matchs l'une contre l'autre maintenant. Donc voilà, elles ont fait le tour. Et puis voilà, que Chelsea passe un petit peu sur autre chose. Il y a assez de filles, je pense, qui ont envie d'une ceinture pour qu'elles se trouvent une adversaire pour la suite. Ouais, mais les ceintures, voilà, il y en a deux maintenant, donc il faut trouver du monde qui est concerné. Et notre nouvelle championne féminine à SmackDown, eh ben, elle vient fêter ça, c'est Tiffany Stratton, Tiffy Time. C'est le moment, Tiffy Time, Tiffany qui a caché la semaine dernière, hein, sur Nia Jax. Nia Jax qu'on voit dans les coulisses et qui dit je vais aller la féliciter moi-même, hein, elle a l'air assez vénère. Et Tiffany Stratton, elle est hyper contente et hyper confiante. Et alors, elle est avec Baron Saxton sur le ring, hein, qui lui dit, écoutez, est-ce que peut-être que vous avez fait ça parce que Nia Jax était un petit peu une grosse relou, harceleuse envers vous et tout. Elle a dit non, 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 pas du tout, je t'ai pas du tout harcelé. Au contraire, moi, ce rôle un petit peu de victime, j'ai tout fait pour que Nia Jax me fasse confiance, qu'elle pense que j'étais idiote, que j'étais qu'une grosse blonde idiote. Et en fait, ça a marché, j'ai été plus intelligente qu'elle, je suis meilleure que tout le monde, en gros, elle nous dit. Et c'est parti pour Tiffy Time, c'est notre moment. Sauf que Nia Jax débarque et dit en gros, voilà, Tiffany Stratton, là, j'aimerais vraiment te tuer parce que tu serais rien sans moi, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai tout fait. Elle monte sur le ring vraiment avec un regard très menaçant et dit, écoute, soit tu me rends mon titre maintenant, soit c'est moi qui viens le prendre. Et cette séquence est interrompue par Bailey qui débarque avec une musique que j'ai pas reconnue, mais une nouvelle musique peut-être. Peut-être c'est moi qui ai oublié que Bailey a changé de musique. Et Bailey, elle aussi, visiblement, elle veut le titre, sauf qu'elle est interrompue, elle aussi, par Naomi et Bianca Belair. Donc il se met à y avoir beaucoup de monde sur le ring, et tout le monde, dans une scène assez classique, hein, prend un peu sa part en disant ouais mais moi machin je mérite, ah mais nous machin on mérite, etc. On vous a battu avant, toi on t'a battu avant, toi on t'a déjà battu. Ça finit en grosse bagarre. Et Nick Aldis, qui est très présent cette semaine, vient nous dire, eh ben, écoutez, Fatal 4-Way pour désigner la prochaine challengeuse au titre de Tiffany Stratton. Tiffany qui a l'air hyper contente de cette annonce, hein, elle en sautille sur place. Et donc c'est parti, on se retrousse les manches. Et donc Bianca Belair, Naomi, Bailey, Nia Jax s'affrontent Fatal 4-Way. Donc chacun pour soi, sauf que clairement les championnes tag team, hein, Bianca Belair et Naomi, elles vont jouer le jeu. Elles vont s'y mettre à deux pour s'en prendre à Nia Jax notamment, mais aussi à Bailey. Bailey qui va un petit peu courir dans tous les sens et porter pas mal le match sur son dos, mais il y a des longs moments où tout le monde finit un peu à l'extérieur. Ça fait beaucoup de 1 contre 1. On a Nia Jax aussi qui tente par tous les diables de se défaire de ses adversaires. Naomi et Bianca Belair, à un moment, elles se retrouvent face à face, mais elles s'affrontent pas. Elles préfèrent sortir du ring pour aller tabasser un petit peu tout le monde. Sauf qu'elles se font avoir, et c'est Bailey qui réussit à porter une prise, sa prise de finition, pour remporter le match. Bailey qui fait son Ross Plant sur Naomi, pendant que Bianca Belair est à l'extérieur. Alors il faut dire qu'il y a eu intervention de, et j'oublie toujours son nom, machine là, Madame Gargano, Candice euh, LeRae. Candice LeRae, merci. Candice LeRae qui va faire un move, c'était pas très réussi, j'ai trouvé, en fait, en tenant les cheveux de Bianca Belair. Les cheveux vont fouetter Naomi par inadvertance, et du coup, Naomi a mal, et Bianca Belair, elle est
elle est distraite, et puis voilà, ça permet à Bayley de gagner. Bon, du coup, elle a un peu raté son coup, hein, parce que Candice, elle venait plutôt aider Nia Jax. Donc, on switch assez vite, hein, finalement, d'une Nia Jax qui était championne la semaine dernière. C'est pas elle qui gagne ce Fatal 4-Way, donc ça sera Bayley contre Tiffany Stratton, et le match est annoncé directement pour la semaine prochaine. On nous annonce beaucoup de choses aussi pour la semaine prochaine. On va avoir encore des matchs avec la scène tag team. Voilà, est-ce que tu as aimé cette célébration de Tiffany et puis cette annonce de match directement dans la foulée? Est-ce que ça tombait bien? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un long segment. La petite célébration, enfin la petite interview de Tiffany, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé l'angle sur lequel elle présente les choses, puisqu'effectivement, enfin nous, ce qu'on a plutôt vu, c'est que voilà, c'était sa grande copine, qu'elle hésitait, qu'elle voulait pas trop cacher, et que le fait que Candice LeRae justement vienne entre guillemets la remplacer et prendre sa place aux côtés de Naya, ça l'a un petit peu énervée. Qui fait, je pense, qu'elle a fini par la trahir. J'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé son angle de non, 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 mais c'était prévu depuis le début. En fait, voilà, vous aviez pas remarqué, mais fallait que je lui fasse avoir confiance en moi, tout ça. Je trouvais que c'était plutôt bien trouvé comme angle. Après, bon, les trois qui débarquent, enfin Naya, ça semblait évident puisque logiquement elle veut sa revanche, hein, ce qui est logique. Euh, Bayley, j'étais pas trop étonnée de l'avoir débarqué non plus. J'étais un peu plus surprise pour Naomi et Bianca. C'est quand même assez rare de voir les championnes par équipe qui veulent se battre l'une contre l'autre pour la même ceinture. C'est quand même assez particulier. Euh, bon, Nick Aldis, je pense, a eu une bonne idée en proposant le Fatal 4-Way. Après, voilà, c'est Bayley qui, comme tu l'as dit, qui réussit à s'en sortir. Bon, le match en lui-même était quand même un peu particulier puisqu'on avait quand même effectivement l'impression que c'était Naomi et Bianca contre les deux autres plutôt que vraiment un Fatal 4-Way. Elles se battaient quand même vraiment beaucoup en équipe. Voilà, le match m'a pas passionné. Bon, Bayley a son shot la semaine prochaine, voilà, et je pense que voilà, Naya va pas laisser passer les choses aussi facilement que ça. Donc, à voir. En tout cas, voilà, le match en lui-même m'a pas passionné. Mais je laisse Ouais. la chance à ce qui se passera plus tard, hein. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était le pire de ce qu'on peut voir chez les filles. C'était pas si mal, mais j'ai bien aimé surtout le côté un peu énergie, c'est-à-dire voilà, on nous fait pas un truc trop long avec Tiffany, on nous fait pas trop un discours trop long. Le fait d'avoir toutes les challengers potentielles qui viennent réclamer leur dû sur le ring au micro, c'est toujours des moments un petit peu longs, mais ça va. Ils s'en sont pas trop mal sortis, donc moi j'ai plutôt bien aimé. Et puis bah si on enchaîne la semaine prochaine, moi ça me plaît bien parce que voilà, on va avoir une Tiffany mise en avant. Je l'ai trouvé vraiment très à l'aise, hein. C'est une enfin c'est un bon début de règne en tout cas, c'est une bonne première impression pour une championne. C'est quand même passé un cap, hein, à la WWE pour une petite jeune, 25 ans. Elle nous a dit, je crois qu'elle avait 25 ans quand elle est arrivée, donc ça fait un an ou deux qu'elle est là, donc c'est à peine ça. Félicitations à elle, très bien placée, Tiffany, et puis elle a l'air d'être enthousiaste à l'idée d'avoir un petit peu de compétition. Donc moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a plutôt bien plu. C'est l'heure du main event de SmackDown, et donc on en a parlé. C'est un main event tag team que l'on a. Cody Rhodes et Jimmy Uso qui font équipe pour affronter Jacob Fatu et Tama Tonga. Bon, voilà, main event un petit peu conventionnel pour le coup, j'ai envie de dire, hein. On n'a pas vraiment l'impression que ce qui a pu se passer à Raw ait changé quoi que ce soit. On reprend les mêmes et on recommence, mais il n'y a pas Solo Sikoa. Il est introuvable, on nous dit nowhere to find, mais on nous annonce qu'il sera là la semaine prochaine. Bref, on aura un affrontement qui est assez court finalement, avec un catch assez classique entre tous ces bonhommes. Mais le problème, bah, c'est Kevin Owens, hein. Kevin Owens qui arrive, Kevin Owens qui vient pendant le match, Cody Rhodes donc qui se précipite à sortir du ring et aller le poursuivre. Sauf que du coup, bah, Jimmy Uso, bah, il est tout seul, hein. Et du coup, bah, il fait pas de miracle, Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso, bah, il va enchaîner les coups des adversaires et il va se faire écraser la face par les fesses des Samoans là, et de Jacob Fatu qui se projette et bah, il va prendre un énième moonsault et donc bah, Jimmy Uso perd 1, 2, 3. C'est la victoire de Jacob Fatu et Tama Tonga au bout de 13 minutes 20.
Ce qui est fort hein, par rapport à ce qui s'est passé à Raw, clairement ils disent on existe encore, on est toujours là. Mais bah, c'est un peu parasité par le fait que Cody Rhodes et Kevin Owens sont en train de se mettre sur la gueule à l'extérieur, sur la régie, sur les matériels. Et puis il y a une table qui est là avec quelques chips, je crois, ou je sais pas quoi. Donc Kevin Owens veut faire une powerbomb, mais Cody Rhodes fait contrepoids, il prend un petit peu de recul, il se projette, c'est pas un spire mais presque, et les deux passent à travers la table, et en dessous c'est du béton, ça a l'air de faire très mal. Donc les officiels arrivent à toute vitesse, et on finit là-dessus. On nous rappelle que dans 3 semaines, ils se battront au Royal Rumble. Letty, qu'est-ce que tu as pensé de ce finish? Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ce qu'on craignait la semaine dernière, c'est-à-dire bah, il va rester du monde, hein, et semaine après semaine, est-ce qu'ils sont pas en train de se répéter et qu'ils savent pas trop quoi raconter là, nos deux main eventers? Malheureusement, je pense que ouais, c'est un petit peu ça. C'est ils sont un peu, enfin, ils ont été pris par le temps parce qu'effectivement, ils ont annoncé beaucoup trop tôt l'affrontement. Et là, voilà, ils essayent, mais voilà, je trouve que ça grimpe en intensité. Là, ce finish-là aurait été bien si le Rumble était ce week-end. Là, voilà, le fait qu'il y ait encore 3 semaines, ça m'interroge un petit peu. Mais bon, après, voilà, ça reste un finish, enfin un truc assez fort quand même. Voilà, mais je trouve que voilà, niveau timing, c'est pas ça. Euh, bon, le match en lui-même assez classique, comme tu l'as dit, ça change pas grand-chose par rapport aux autres semaines. Le fait que la Bloodline l'emporte, ça peut marquer effectivement quelque chose avec Solo la semaine prochaine, peut-être, on verra. Après, voilà, moi, j'ai pas été hyper convaincue par ce main event, alors que pourtant enfin, il y a que des personnes que j'apprécie dedans, mais bizarrement, j'ai pas été emmenée dans le truc. C'est étrange. Bah, je pense que la raison, enfin en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est celle que j'ai un peu décrite, c'est-à-dire qu'il y a un main event qui ne prend pas trop la mesure de ce qui s'est passé à Raw, parce que d'accord, il n'y a pas Solo Sikoa, mais du coup, bah, il y a toujours les jeunes loups de la Bloodline contre les anciens. Alors que, enfin voilà, je sais pas, tu vois, je trouve ça vraiment bizarre qu'on n'ait pas pris 2 secondes le micro de la part de Cody Rhodes ou de Jimmy pour dire, hé les gars, votre chef il a perdu à Raw, vous êtes plus, enfin voilà, c'est fini quoi, rentrer dans le rang, c'était un peu bizarre. Et puis, ben voilà, en plus, le vrai main event, enfin, je veux dire, le comportement de Cody Rhodes est symptomatique, hein. Le match, il le fuit dès qu'il y a Kevin Owens qui est là. Donc ça prouve bien que l'enjeu est pas là. Et c'est un peu raté. Moi, j'ai trouvé que ça retombait un petit peu parce qu'au final, voilà, même si ils vont peut-être se servir de cette victoire pour nous dire qu'ils sont pas morts, qu'ils sont toujours là et qu'ils ont encore de l'enjeu, bah c'est une victoire un peu mitigée qui remporte. Donc ça a échappé un petit peu au truc. J'aurais préféré, ils auraient pu finir le match quand même et avoir un Kevin Owens qui interrompt après. Je ne sais pas. Ça avait l'air un peu précipité. Peut-être qu'ils ont encore du mal avec la gestion du temps. On a eu un match quand même des filles qui a duré 18 minutes et celui-ci il a duré 12 minutes. Donc c'était un main event un peu court, ouais, j'ai trouvé. Mais quel est ton ressenti sur tout ce SmackDown, Letty? Ton top, ton flop et ta note? Bah écoute, c'était quand même un show qui était pas mal. Mon top, je vais le mettre au tag team en globalité sur tout ce qui s'est passé, que ce soit les deux matchs ou toutes les petits segments qu'il y a eu. Le flop, et ben malheureusement, du coup, je vais le mettre au main event parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ils ont pas réussi à me passionner par ce match. Et ma note, bah, je vais mettre quand même un bon 3,5, puisque c'était malgré tout un bon show et je trouve qu'ils commencent à prendre un peu leur marque avec les 3 heures. Donc voilà, 3,5, je trouve que c'est pas mal. Ouais, moi j'aurais mis un peu plus, tu vois. J'aurais envisagé, allez, on va être égal. Donc je vais mettre 3,75 comme Arrow. On va dire que c'était deux shows très différents, mais je vais mettre les deux mêmes notes. Moi je vais mettre mon top à la scène, ouais, à la scène tag team, on va dire, à la scène tag team. Au Garza. Allez, je vais mettre mon top au Garza. Il mérite, j'aime bien. Et mon flop, eh ben ouais, t'as raison. Il se passe pas grand-chose de mauvais dans ce show. Donc on aurait presque envie de le mettre au main event, les pauvres. Bon, je vais peut-être le mettre à qui d'autre?
Il y Ouais, avait LA Knight, ça ferait plaisir à Papy. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Allez, merci de me souffler des idées. Ouais, petit flop à LA Knight parce que en fait c'est la même chose que le main event. C'est-à-dire qu'il y a toujours la Bloodline qui parasite et les mecs qui sont censés avoir des matchs à gros enjeux, ils se déconcentrent ailleurs. Et donc la revanche, enfin LA Knight, ça fait 3 semaines qu'il nous parle que de ça. Ouais, 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 machin, machin, machin. Et puis finalement, bah il se fait avoir parce que. Donc petit flop pour toi, LA. Alors c'est dur LA en ce moment, on sait, on pense à eux Euh, d'ailleurs. Mais voilà, LA Knight, là, il fallait nous sortir une meilleure nuit. C'était quand même une semaine historique, hein, Letty. et oui, grosse semaine. Voilà, la première de Raw sur Netflix, une nouvelle époque, et on saura très bientôt, dès la semaine prochaine, peuple de catch-up, à quel point ça a impliqué des changements à Monday Night Raw. Donc restez avec nous, on sera là pour parler de Raw, mais aussi de SmackDown. Je renouvelle ma surprise, tu vois, on n'entend toujours pas du tout parler du Saturday Night Main Event. Il n'y a même aucun clip qui l'annonce. Je me demande si, je sais pas, est-ce qu'il va bien avoir lieu ce show, mais en tout cas, il est dans 2 semaines, hein, il va commencer à falloir en parler. Mais bon, Ah, ce serait bien. ouais, peut-être qu'ils nous bookeront ça rapidement, je ne sais pas. Il y a tellement de monde, hein, avec 2 shows à 3 heures, qu'ils sauront nous faire une carte, hein, je suis pas très inquiet. Bien, et ben Letty, merci d'avoir été avec moi pour cette semaine historique. Visiblement, on est là dans tous les grands événements, hein, tous les deux. Et oui, on est souvent ensemble, tout seul au studio, mais écoute, on fait. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, faut pas voir les choses comme ça, bien sûr. On est au top, on est en forme, voilà, et les autres sont bien Et oui, occupés, les amis. Mais c'est Mais ça. n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas d'écouter nos awards aussi, hein, continuez, c'est toujours en ligne, les awards de 2024 pour venir nous dire ce que vous en pensez. Sur YouTube, c'est le meilleur endroit pour donner votre avis dans les commentaires, sur la chaîne Catch-up ou sur Discord. Venez nous parler sur le Discord. Sinon, bien évidemment, il y a toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc. Et puis donc, on continue pour une nouvelle semaine de cette nouvelle ère du catch dès la semaine prochaine. Restez connectés. Merci Letty d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne semaine pleine de catch. Ciao ciao. Salut Raphaël, salut à tous. J'espère que tu vas t'habituer à ces nouveaux tapis sur le ring. Ah, j'espère.